Il existe une règle, une seule. Elle est si puissante qu'elle transforme les faibles en maîtres, les oubliés en bâtisseurs d'empires. Cette règle n'a jamais été enseignée dans les écoles. Elle ne figure dans aucun manuel de développement personnel. Pourtant, ceux qui l'appliquent dirigent les nations, manipulent les flux d'argent, dictent les humeurs du monde. Tu ne la connais pas parce qu'on ne veut pas que tu la connaisses. Tu vis dans une société qui t'apprend à obéir, pas à régner. Alors aujourd'hui, écoute bien, car ce que je vais te révéler pourrait tout changer. Mais ce ne sera pas facile à entendre. Avant d'aller plus loin, écris en commentaire. Je suis prêt à entendre ce que l'on m'a toujours caché. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin. Car une vérité t'attend, silencieuse, inconfortable et libératrice. Depuis l'Antiquité, ceux qui possèdent les clés de la richesse ne parlent jamais en ligne droite. Platon parlait de la caverne, mais les maîtres, eux, savaient déjà que la lumière n'était qu'un outil de domination. Machiavel, dans son silence le plus stratégique, a compris que l'argent n'est pas un objectif, mais une conséquence d'un certain regard sur le monde. Les élites n'accumulent pas pour survivre, elles accumulent pour régner. Ce savoir n'a pas été oublié. Il a été volontairement enfoui, déformé, puis travesti par des siècles de morale populaire. On t'a appris que vouloir plus était immoral, que désirer la puissance était égoïste. Mais pendant ce temps, d'autres gravèrent des empires invisibles. Cette règle d'or ne repose pas sur le travail, ni sur le mérite. Elle repose sur une perception cachée, une manière de penser que seule une minorité adopte sans jamais la nommer. Et toi, es-tu prêt à la découvrir? Tu crois peut-être que la richesse dépend de l'effort ou de la chance. Mais la vérité, c'est qu'elle obéit à une architecture mentale précise, une structure invisible transmise en silence entre ceux qui dirigent ce monde. Voici 7 mécanismes interdits au peuple, mais que les élites appliquent sans jamais les nommer. Le premier mécanisme que tu dois comprendre, c'est que les élites ne cherchent jamais l'argent. Elles construisent la rareté. Le peuple court après l'argent comme un chien affamé court après un os. Il le voit comme une fin, une récompense, une preuve qu'il a réussi. Mais les élites, elles, ne poursuivent pas l'argent, elles le provoquent. Elles créent artificiellement la rareté. Elles comprennent que ce n'est pas l'abondance qui crée la valeur, mais le manque. Une ressource, un produit, une image. Tout peut être manipulé si tu contrôles la quantité. Dans l'ombre, elles affament le marché, provoquant le besoin, ralentissent la distribution, stimulent le désir. Et quand la tension atteint son sommet, elles libèrent une goutte, une seule, et vendent cette goutte comme si elle était sacrée. Les masses, elles, consomment. Les élites, elles, orchestrent la soif. L'homme qui comprend cela ne travaille plus pour gagner. Il travaille pour devenir indispensable. Il se transforme lui-même en rareté. Car c'est là que réside la véritable richesse, dans la perception. Et plus encore, dans le pouvoir de modeler cette perception. L'élite ne crée pas plus que les autres. Elle distribue moins. Elle ne donne pas ce que tu veux. Elle le retient jusqu'à ce que tu le supplies. Voilà pourquoi les plus riches semblent ne rien faire. Ils ont appris à rendre leurs actions précieuses, car rares. Le peuple s'épuise à produire sans comprendre que l'abondance détruit sa valeur. Mais toi, si tu veux percer ce cercle, ne cours plus après ce que tout le monde a. Crée ce que personne ne peut facilement obtenir. Fabrique la tension, la frustration, le besoin. Et tu verras l'argent couler, non pas comme une fin, mais comme une conséquence. C'est le premier pas hors de l'esclavage économique. Et c'est exactement ce que l'élite espérait que tu ne découvres jamais. Le deuxième mécanisme que tu dois saisir, c'est que l'élite ne travaille pas. Elle s'achète des esclaves qui croient être libres. Dans l'imaginaire collectif, les riches sont ceux qui ont trouvé un bon métier, ceux qui travaillent dur, se lèvent tôt et font fructifier leurs efforts. C'est une illusion utile, une fable soigneusement entretenue. En vérité, les élites ne vendent pas leur temps. Elles achètent celui des autres. Elles ne suent pas pour produire. Elles paient ceux qui le feront à leur place. Mais ce qui rend leur système indétectable, c'est leur capacité à maquiller l'esclavage moderne sous les couleurs de la liberté. Elles ne te forcent plus à obéir.
elles te font désirer ta propre servitude, un salaire, un contrat, un titre ronflant. Tout est calculé pour que tu te sentes important alors que tu n'es qu'un pion dans leur mécanique. Et le pire, c'est que tu t'y accroches avec fierté. Tu penses que ton job te définit. Tu crois que tes diplômes te libèrent. Mais en réalité, tu loues ta vie à ceux qui ne travaillent pas. L'élite construit des structures qui capturent le temps des autres. Elle transforme les masses en rouages dociles d'un système qui ne leur appartient pas. Ce que tu appelles entreprise, carrière, promotion, ce sont des cages dorées. Le véritable pouvoir n'est pas dans l'effort fourni, mais dans le contrôle des efforts des autres. Celui qui comprend cela cesse de chercher un emploi. Il cherche à créer une structure, même minuscule, qui transforme le temps des autres en flux de richesse. Il change de posture mentale. Il cesse d'être une ressource pour devenir une racine. Et pendant que des millions s'agitent dans des bureaux climatisés, persuadés de bâtir leur avenir, une poignée encaisse les fruits d'un arbre qu'ils n'ont même pas eu besoin d'arroser. Ce n'est pas la méritocratie, c'est la froideur stratégique. L'élite ne travaille pas. Elle fait travailler, et tant que tu ne l'auras pas intégré, tu resteras un artisan de ta propre prison. Le troisième mécanisme que tu dois accepter, c'est que la morale t'a été injectée pour te maintenir pauvre. Tu crois que la morale est un absolu, que ce qui est bien, et ce qui est mal, est mal. Mais cette pensée est naïve, car en réalité, la morale populaire a été façonnée comme une camisole, une arme de contrôle psychologique. Dès l'enfance, on t'a répété que vouloir plus était de l'avidité, que prendre des risques était de l'arrogance, que posséder était suspect. On a érigé la pauvreté en vertu, et l'on a couronné de honte ceux qui osaient se détacher du troupeau. Pourquoi ? Parce qu'un peuple docile est un peuple contrôlable. Et rien ne rend un être humain plus docile qu'une morale qu'il croit venir de lui. Pendant que toi tu hésites, rongé par la peur d'être égoïste ou matérialiste, d'autres accumulent en silence. Ils ont appris très tôt que la morale n'est pas universelle. Elle est contextuelle, mouvante et surtout programmable. Celui qui contrôle les récits moraux contrôle le comportement des foules. Et si tu doutes, regarde comment on glorifie les sacrifices silencieux, la souffrance méritante, les métiers sous-payés. Ce sont les martyrs modernes d'un système qui récompense l'obéissance émotionnelle. L'élite, elle, n'est pas amorale. Elle est amorale avec stratégie. Elle sait quand il faut sembler bon et quand il faut rester froid. Et surtout, elle sait que la vraie bonté commence par l'indépendance. Tu ne peux pas aider le monde si tu es toi-même une victime de ces chaînes mentales. C'est pourquoi tu dois réévaluer ta morale, te demander d'où elle vient, à qui elle profite. La vraie richesse commence par une désobéissance mentale. Et parfois, il faut tuer la morale qu'on t'a donnée pour faire naître la conscience qui te libère. Tant que tu croiras que le confort est une trahison, tu resteras pauvre, dans tes poches, dans ta tête et dans ton destin. Le quatrième mécanisme que tu dois intégrer, c'est que la richesse ne suit pas la logique. Elle obéit à la narration. Tu crois que si tu travailles bien, si tu respectes les règles, si tu fais ce qu'on t'a dit, l'argent viendra. Mais l'argent ne suit pas la logique. Il suit l'attention. Et l'attention est gouvernée par le récit. Ce n'est pas le meilleur produit qui gagne. C'est celui qui raconte la meilleure histoire. Ce n'est pas l'homme le plus compétent qui attire l'abondance. C'est celui qui maîtrise le théâtre social. Les élites le savent depuis toujours. L'humain n'est pas rationnel. Il achète avec son imaginaire, il suit ce qui brille, il sacralise ce qui l'émeut. Voilà pourquoi elles investissent dans les symboles, dans les images, dans le storytelling. Elles savent que pour vendre une idée, il ne faut pas convaincre. Il faut hypnotiser. Elles ne cherchent pas la vérité, elles construisent des vérités crédibles. Et pendant que tu t'acharnes à perfectionner ton produit, d'autres manipulent la perception. Ils transforment du vide en prestige, de l'ordinaire en luxe, de l'inutile en indispensable. Ce pouvoir est immense, car il déplace l'argent sans toucher à la réalité. Il déplace les foules sans effort physique. Il déplace les croyances sans guerre. Celui qui comprend cela change sa manière de penser. Il ne se demande plus « est-ce logique ?» Il se demande
est-ce désirable? Car la valeur n'est jamais dans l'objet. Elle est dans l'histoire qu'on raconte autour de l'objet. Et c'est pour cette raison que tu vois certains devenir riches avec des idées absurdes, pendant que d'autres, brillants, s'éteignent dans l'anonymat. La logique est un outil, la narration est une arme, et celui qui la manie peut changer le cours de sa vie sans changer la réalité autour de lui. C'est ainsi que les élites bâtissent leur fortune, non pas sur le réel, mais sur l'illusion maîtrisée. Le cinquième mécanisme que tu dois observer, c'est que les riches méprisent ce que tu convoites. Le peuple court après ce qu'on lui dit de désirer. Une belle voiture, une grande maison, des vêtements de luxe, une vie publique bien exposée. Il pense que ces symboles sont la preuve ultime de la réussite. Il pense que les élites vivent dans l'ostentation. Il a tort. Les véritables riches ne convoitent pas ce que tu convoites. Ils méprisent même ces désirs, parce qu'ils savent qu'ils ont été implantés dans ton esprit pour t'affaiblir. Ce que tu veux n'est pas naturel, c'est programmé. Ce que tu poursuis te détourne de ce qui compte réellement. Les élites, elles, ne cherchent pas à briller. Elles cherchent à contrôler ce qui brille. Pendant que tu t'endettes pour montrer ton statut, elles investissent pour que tu continues à croire que ce statut te définit. Pendant que tu rêves de vacances dans des hôtels chers, elles achètent les terrains. Pendant que tu veux être vu, elles veulent disparaître. L'élite véritable fuit la lumière. Elle fuit les foules. Elle fuit les désirs communs. Parce qu'elle sait que ce qui est désiré par tous est manipulé par quelqu'un. Celui qui désire trop est vulnérable. Celui qui méprise ce que les autres convoitent est libre. Tu dois donc inverser ton regard. Regarde ce que tout le monde veut. Et demande-toi qui gagne à ce que ce désir existe. Tu comprendras alors que l'élite ne vit pas dans les mêmes codes. Elle ne cherche pas l'admiration. Elle cherche l'influence. Elle ne cherche pas l'apparence. Elle cherche le pouvoir. Et ce pouvoir commence toujours par un détachement intérieur. Détachement du besoin d'être aimé, vu, validé. C'est ce mépris stratégique qui leur donne de la hauteur. Tant que tu resteras accroché à tes désirs dictés, tu ne feras que te battre pour la cage dans laquelle on t'a mis. Le sixième mécanisme que tu dois découvrir, c'est que la pauvreté est une loyauté émotionnelle transmise par la famille. On croit que la pauvreté est une question de malchance, de système injuste, de manque d'opportunités. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est qu'elle est souvent une fidélité silencieuse. Une loyauté affective envers ceux qui t'ont élevé, aimé, nourri. Dans l'inconscient, vouloir s'élever au-dessus de ses parents, dépasser son milieu, créer une rupture de niveau de vie, c'est comme trahir. C'est dire « je ne veux pas vivre comme vous ». Et cette phrase, même si elle n'est jamais prononcée, brûle dans la mémoire familiale. Alors, beaucoup échouent sans comprendre pourquoi. Ils sabotent leur propre ascension. Ils refusent inconsciemment la richesse parce qu'elle les éloignerait de leurs racines. L'enfant pauvre devenu adulte croit qu'en réussissant, il abandonnera les siens. Et parfois, il préfère rester en bas plutôt que d'avoir à affronter ce conflit intérieur. Les élites, elles, ne souffrent pas de cette tension, parce que dès l'enfance, elles sont conditionnées à se percevoir comme différentes, supérieures, sélectionnées pour autre chose. Elles n'ont pas besoin de rompre. Elles commencent ailleurs. Mais toi, si tu viens d'un monde brisé, tu dois comprendre que ton lien affectif avec la pauvreté est réel. Tu dois l'observer sans honte. Tu dois le traverser sans culpabilité. Et surtout, tu dois apprendre à honorer tes origines, non pas en répétant leurs douleurs, mais en brisant leurs malédictions. Devenir riche, ce n'est pas trahir tes parents. C'est leur offrir la preuve que leur sacrifice a permis un envol. Mais cet envol n'aura jamais lieu si, au fond de toi, tu restes loyal à leur souffrance. L'argent que tu refuses n'est peut-être pas un manque de stratégie, c'est peut-être une forme d'amour déformé. Et tant que tu n'auras pas réglé cette fracture intérieure, aucune technique ne te sauvera. La liberté commence par un détachement affectif, et ce détachement, seul toi peux l'oser. Le septième mécanisme que tu dois réveiller en toi, c'est que l'argent va toujours à ceux qui le traitent, sans émotion. Tu veux devenir riche, mais tu ressens encore de la peur quand tu parles d'argent, de la honte quand tu en gagnes trop, du stress quand tu en perds. Tu crois qu'être attaché à l'argent t'aidera à mieux le gérer. C'est l'inverse. Plus tu ressens,
plus tu perds. Car l'argent est une énergie froide. Il obéit à ceux qui ne tremblent pas devant lui. Ceux qui prennent des décisions même quand ils ont peur. Ceux qui savent perdre sans sombrer, gagner sans s'attacher. L'élite traite l'argent comme une matière. Elle le déplace, l'investit, le retire, le détruit, sans pleurnicher. C'est cette absence d'émotion qui leur donne un avantage stratégique. Pendant que toi tu paniques devant un chiffre, eux agissent avec précision. Tu veux le secret ? L'argent va à ceux qui le méprisent juste assez pour ne pas le servir, mais qui le respectent assez pour le manier sans trouble. Tu ne dois pas aimer l'argent. Tu ne dois pas le haïr non plus. Tu dois devenir un esprit au-dessus de lui. Et pour cela, il faut te détacher. Pas te détacher comme un moine, mais te détacher comme un stratège. Il faut désensibiliser ton rapport affectif à la richesse. Chaque émotion non maîtrisée est une faiblesse que le système exploite. Les promotions t'achètent avec de la peur. Les dettes t'enchaînent avec de la honte. Les dépenses impulsives te détruisent avec de l'orgueil. Tout cela est émotionnel. Celui qui veut régner sur sa vie financière doit commencer par tuer l'enfant blessé en lui. L'enfant qui voulait que l'argent le sauve. L'adulte, lui, sait que l'argent n'a pas d'âme. Et que c'est très bien ainsi. Ne cherche plus à ressentir quelque chose en gagnant de l'argent. Cherche à bâtir une structure, froide, utile, efficace. Et tu verras, quand tu seras devenu insensible à la chaleur de l'argent, c'est lui qui viendra vers toi. Tu as vu les mécanismes visibles. Mais ce que les élites cachent le plus, ce sont leurs vérités silencieuses. Celles qu'elles ne prononcent jamais, mais qui dirigent tous leurs choix. Voici maintenant les lois invisibles qui façonnent leur monde intérieur, et que le peuple n'est jamais censé découvrir. La première vérité dérangeante, c'est que l'élite ne veut pas ton échec. Elle veut ton attention. Tu penses que les élites veulent t'écraser, t'empêcher de réussir, t'humilier et te maintenir en bas. C'est faux. Elles n'ont pas besoin de te détruire. Elles n'ont même pas besoin que tu échoues. Ce qu'elles veulent, c'est ton regard, ton esprit, ton temps, ton attention. Car là où se pose ton attention, là se dirige ta vie. Chaque jour, sans le savoir, tu verses ton énergie mentale à un système qui t'utilise comme carburant. Tu crois te divertir, mais tu es distrait. Tu crois t'informer, mais tu es programmé. L'élite ne se bat pas contre toi. Elle t'ignore, mais elle veut que tu continues à la regarder. Elle te donne des idoles, des scandales, des polémiques, des jeux, des récompenses. Elle te fait croire que tu participes à quelque chose. Mais en réalité, tu n'es qu'un spectateur, un suiveur, un consommateur de mirages. Et pendant que tu donnes ton attention, elle construit son pouvoir. L'attention est la monnaie du monde moderne. Elle est plus précieuse que l'or, plus puissante que la politique, plus stable que la monnaie. Celui qui la capte règne, et celui qui l'offre se vend. Alors regarde-toi. À quoi donnes-tu ton attention ? Qui habite ton esprit quand tu ne réfléchis pas ? Qu'est-ce qui détourne ton focus de ta propre vie ? L'élite a compris que pour affaiblir un peuple, il ne faut pas l'opprimer. Il suffit de le fasciner, de le captiver avec des futilités jusqu'à ce qu'il oublie qu'il était né pour créer. L'argent vient à ceux qui contrôlent l'attention des autres et fuit ceux qui la dispersent sans conscience. Ce n'est pas ton échec qui les intéresse, c'est ton regard. Et tant que tu n'apprendras pas à fermer les yeux sur ceux qui ne t'élèvent pas, tu resteras prisonnier d'un théâtre que tu n'as jamais écrit. La deuxième vérité dérangeante, c'est que la richesse réelle commence quand tu cesses de chercher à être compris. Tu veux réussir, mais tu veux aussi qu'on t'aime. Tu veux créer quelque chose de grand, mais tu veux que tout le monde t'applaudisse, que ta famille te soutienne, que tes amis comprennent ta démarche. Tu veux bâtir un empire, mais sans froisser personne. Cette posture intérieure est une prison douce, car la vérité, c'est que personne ne comprend les riches. Personne ne comprend ceux qui sortent du cadre, qui dérangent les normes, qui imposent un nouveau modèle. Et c'est précisément ce malentendu qui les rend puissants. Les élites savent qu'il faut renoncer à la sympathie. Elles savent que l'ascension crée toujours du rejet, de la jalousie, de l'incompréhension. Alors elles choisissent une solitude stratégique. Elles se rendent inaccessibles, hermétiques, silencieuses. Et pendant que toi tu cherches l'approbation, elles cherchent le silence. Tant que tu voudras être compris,
Tu adapteras ton discours à ce que les autres peuvent entendre. Tu réduiras ta vision. Tu ralentiras ton pas. Tu te censureras par peur de choquer. Et tu deviendras inoffensif. La richesse ne naît jamais dans le consensus. Elle surgit dans la rupture, dans l'audace, dans l'exagération calculée. L'homme libre ne cherche pas à être compris. Il cherche à être clair avec lui-même. Et si les autres le suivent, tant mieux. Sinon, il continue. Tu dois donc abandonner cette addiction au regard bienveillant. Tu dois accepter d'être jugé, trahi, incompris, seul, au nom de ce que tu veux vraiment accomplir. Et paradoxalement, c'est dans cette dissociation que naîtra ton autorité. Car le monde ne suit pas ceux qui expliquent. Il suit ceux qui avancent sans permission. Si tu veux de l'argent, du pouvoir, de l'impact, oublie l'idée d'être validé. Le besoin d'être compris est une faiblesse. Et l'élite le sait, c'est pourquoi elle ne parle presque jamais. Elle agit, et quand elle parle, c'est déjà trop tard pour les autres. La troisième vérité dérangeante, c'est que la souffrance est un outil de contrôle économique. On t'a dit que la souffrance ennoblit, que traverser la douleur forge le caractère, que c'est dans l'épreuve que naît la grandeur. Mais ce que l'on ne t'a jamais dit, c'est que la souffrance, dans le système moderne, est utilisée comme une technologie sociale. Elle est entretenue, stimulée, recyclée pour maintenir les masses dans une forme de dépendance silencieuse. Car un esprit qui souffre est un esprit manipulable. Il cherche du soulagement, pas de vérité. Il veut fuir, pas comprendre. Et c'est là que le marché entre en scène. Il te vend des distractions, des drogues légales, des vêtements qui te font croire que tu as de la valeur. Il te vend des coachings, des crèmes, des divertissements, des fictions, des religions toutes faites. Le capitalisme ne veut pas que tu sois heureux. Il veut que tu sois juste assez mal pour continuer à acheter. Mais pas trop mal non plus pour te rebeller. Il faut que tu restes dans cet entre-deux, pas libre, pas mort. C'est là que tu es le plus rentable. L'élite l'a compris, elle investit dans les douleurs émotionnelles, dans les insécurités sociales, dans les traumatismes familiaux. Chaque souffrance non guérie est une mine d'or pour ceux qui savent la monétiser. Et tant que tu ne verras pas la souffrance comme un piège économique, tu continueras à croire qu'elle est noble. Tu continueras à la justifier, à l'adorer, à la transmettre. Mais la vérité, c'est que la souffrance devient un piège dès qu'elle est acceptée sans transformation. Elle est peut-être inévitable. Mais l'enfermement dans la douleur est un choix ou une programmation. Tu dois guérir, non pas pour te sentir mieux, mais pour devenir moins contrôlable. Car celui qui ne souffre plus n'achète plus les illusions. Et celui qui n'achète plus les illusions devient dangereux pour ceux qui vendent du vide. La quatrième vérité dérangeante, c'est que l'élite investit toujours là où la majorité ressent du mépris. Tu crois que certaines idées sont ridicules, que certains marchés sont trop petits, que certains métiers sont honteux. Tu te dis « Je ne pourrai jamais faire ça, je vaux mieux que ça ». Mais ce dégoût n'est pas naturel. Il a été implanté, programmé, enseigné. Parce que pendant que toi tu méprises, l'élite, elle, observe. Et elle investit précisément là où personne ne veut aller. Elle sait que le mépris collectif cache une mine, un champ vierge, un désert fertile. Le mépris du peuple est le camouflage parfait de l'or économique. Regarde autour de toi. Les plus grandes fortunes ont été bâties dans des secteurs d'abord moqués, ignorés ou jugés sales. Le transport, l'agriculture, l'eau, le déchet, le numérique à ses débuts. L'élite ne se demande pas si c'est beau. Elle se demande si c'est stratégique. Elle ne suit pas la mode. Elle suit les angles morts. Et elle sait que plus une chose provoque du rejet émotionnel, plus elle est probablement rentable. Car personne ne regarde. Toi, tu veux réussir dans quelque chose de noble, de reconnu, d'admiré. Mais c'est justement ce que tout le monde vise. Et plus quelque chose est convoité, plus sa valeur diminue. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'élite pense à l'envers. Elle se nourrit du rejet. Elle se place là où personne n'oserait aller. Et quand tout le monde réalise que c'était intelligent, elle est déjà partie ailleurs. Si tu veux percer, cherche ce que les autres méprisent. Interroge-toi sur ce que tu trouves trop bas. Car c'est là, dans les ruines symboliques, que naissent les empires silencieux. Le mépris n'est pas un jugement fiable,
c'est souvent une protection inconsciente contre ce qui nous met face à notre manque de courage. La 5e vérité dérangeante, c'est que l'argent est un langage et la pauvreté un accent. Tu crois que l'argent est une ressource, un outil, un moyen. Tu crois qu'il suffit de le désirer, de le chercher, de le gagner. Mais en vérité, l'argent est un langage, un code, une vibration sociale. Il a ses règles, ses expressions, ses silences. Et toi, quand tu parles argent, tu parles avec un accent de peur, de culpabilité, de besoin, de désespoir. Et cet accent, l'élite l'entend immédiatement. Elle reconnaît ceux qui viennent du manque, ceux qui supplient, ceux qui veulent t'impressionner, ceux qui se sentent illégitimes. Car ces accents révèlent ton passé, tes blessures, ta position dans la hiérarchie invisible. Et comme dans toutes les sociétés, ceux qui parlent avec l'accent du bas sont écartés des cercles de pouvoir. Tu veux intégrer les sphères supérieures ? Commence par écouter ton propre rapport à l'argent. Comment en parles-tu ? Avec quelle énergie ? Quelle émotion ? Le peuple parle de l'argent comme on parle d'un Dieu inaccessible. L'élite en parle comme on parle d'un outil, sans excitation, sans honte, sans théâtralité. Tu dois apprendre le langage froid de l'argent. Tu dois désapprendre le cri intérieur qui dit « Donne-moi une chance ». Tant que ton énergie financière sera vibrante de douleur, tu attireras la pitié, pas l'abondance. L'argent n'aime pas les suppliques. Il aime la structure, la clarté, la stratégie. Il fuit les émotions. Il épouse la maîtrise. Si tu veux qu'il t'écoute, parle-lui comme un égal. Et pour ça, il faut effacer ton accent. Non pas renier ton histoire, mais la transcender. Le véritable riche n'est pas celui qui possède. C'est celui qui parle la langue de l'abondance sans chercher à convaincre. Et ce langage commence dans le silence de l'intérieur. Et maintenant, réponds-moi honnêtement. Écris en commentaire. Ai-je grandi avec un accent de pauvreté sans le savoir ? Car parfois, ce n'est pas ce que tu dis, mais la manière dont tu le penses, qui trahit ton lien invisible avec le manque. La 6e vérité dérangeante, c'est que le chaos est plus rentable que l'ordre. Tu penses que le but d'un système, c'est de créer de l'ordre. Tu crois que les gouvernements veulent la paix, que les entreprises cherchent la stabilité, que les marchés fonctionnent mieux dans la prévisibilité. Mais la vérité, c'est que le chaos est un marché fertile, un marché juteux. Et les élites l'ont toujours su. Les périodes les plus lucratives de l'histoire humaine ne sont pas les plus calmes, ce sont les plus incertaines. Les guerres, les pandémies, les crises, les paniques financières, les bouleversements sociaux, ce sont des accélérateurs de fortune. Parce que dans le chaos, les règles sautent, les valeurs se réajustent, les esprits cherchent des sauveurs, et ceux qui gardent leur sang-froid deviennent les architectes de demain. Pendant que le peuple panique, vend, fuit, s'effondre, l'élite achète, pose ses pions, redéfinit les limites. Elle ne provoque pas toujours le chaos, mais elle sait en tirer profit. Elle l'anticipe, elle s'en nourrit. Car dans le chaos, le rapport à l'argent change. Ceux qui étaient fiers deviennent vulnérables. Ceux qui étaient arrogants deviennent vendables. Ceux qui étaient inaccessibles deviennent achetables. L'élite aime l'ordre, pour ses propres affaires. Mais elle préfère le désordre, pour affaiblir la concurrence. Et surtout, elle sait que le chaos rend les masses plus manipulables. Elles chercheront la sécurité, même au prix de leur liberté. Elles suivront les voies fortes, même si elles mentent. Elles céderont leurs biens, leur attention, leur dignité, contre une simple promesse de protection. Voilà pourquoi tu dois changer ton rapport au chaos. Ne le crains pas, observe-le. Prépare-toi à y entrer sans émotion. Car c'est là que les grandes bascules s'opèrent, et ceux qui refusent de s'effondrer dans la confusion deviennent les nouveaux maîtres silencieux du monde qui s'éveille. Le chaos est une opportunité déguisée. L'élite le sait. Le peuple l'oublie. La 7e vérité dérangeante, c'est que la spiritualité mal comprise est le carburant des pauvres. Parle d'argent à un homme pauvre, il te citera un verset. Dis-lui de construire, il te parlera de prière. Demande-lui pourquoi il ne bouge pas, il évoquera la volonté de Dieu. Ce n'est pas de la foi, c'est une fuite déguisée en vertu. L'élite observe cela avec une fascination froide. Elle sait que la spiritualité est l'arme la plus puissante, lorsqu'elle est mal comprise.
car elle peut neutraliser un peuple entier sans violence, sans dictature, sans guerre. Il suffit d'injecter quelques idées bien choisies. Les riches n'iront pas au paradis. L'argent est la racine de tous les maux. Dieu élèvera les humbles. Celui qui souffre est béni. Ces formules, déformées, incomplètes, sorties de leur contexte, sont devenues des chaînes. Des chaînes mentales que l'on accepte avec gratitude. Pendant ce temps, les élites fréquentent aussi des lieux spirituels. Mais elles y vont sans culpabilité. Elles ne prient pas pour être secourues, elles méditent pour mieux planifier. Leur foi est stratégique, non suppliante. Leur relation au divin ne les déresponsabilise pas, elle les structure. La spiritualité n'est pas le problème. Ce qui détruit, c'est la manière infantile de l'utiliser. Ce besoin de se sentir choisis, spéciaux, élus, pendant que l'on reste inactif, pauvre et émotionnellement passif. Tant que tu utilises ta foi pour fuir ta propre autorité intérieure, tu seras pauvre. Tant que tu refuses l'effort sous prétexte de grâce, tu stagneras. Tant que tu attends une main du ciel pour faire ce que tu refuses de bâtir, tu resteras esclave. Dieu ne veut pas te voir faible et soumis au système. Il veut te voir libre, responsable, puissant. Mais cela exige de sortir de la passivité sacrée. Tu peux prier, jeûner, croire, mais si tu ne poses aucun acte de souveraineté, ta foi devient un somnifère, et les élites veilleront toujours à ce que tu continues à dormir, au nom d'un Dieu qu'elles ne craignent même pas. Tu as vu comment les élites pensent. Tu as compris ce qu'elles cachent. Mais maintenant, il faut agir. Voici 7 techniques concrètes, silencieuses, mais puissantes, pour reprogrammer ton esprit et te libérer de l'emprise invisible qui t'empêche de bâtir ta souveraineté financière. La première technique que tu dois pratiquer, c'est le jeûne de l'attention. Tu veux devenir libre? Commence par surveiller ce que tu regardes. Chaque jour, tu distribues ton attention comme un mendiant distribue des morceaux de pain. Tu la donnes à des écrans, à des conflits, à des vidéos sans but, à des messages qui ne t'élèvent pas. Et tu crois que cela n'a pas d'impact. Tu te trompes. Ton esprit est façonné par ce que tu regardes en silence. Et tant que tu n'auras pas repris le contrôle de ton focus, tu resteras un esclave invisible. Le jeûne de l'attention, c'est un acte radical. Pendant une période déterminée, une journée, une semaine, un mois, tu supprimes de ton environnement tout ce qui nourrit ta distraction. Tu coupes les sources de bruit. Tu élimines les voix qui te détournent de toi-même. Tu ne consommes plus. Tu observes. Tu rééduques ton regard à ne chercher que ce qui construit. Tu ne regardes plus des modèles. Tu construis le tien. Ce jeûne est douloureux au début, car il révèle le vide. Mais ce vide, il est précieux, car c'est dans le silence de ton attention que surgissent les idées, les révolutions intérieures, les structures profondes. L'élite ne laisse pas son attention errer. Elle la dirige comme une lame. Elle ne regarde pas ce qui est populaire. Elle regarde ce qui l'enrichit, ce qui la renforce, ce qui lui donne de l'ascendant. Toi aussi, tu dois apprendre à affamer ton esprit des futilités. C'est une guerre douce, mais impitoyable. Et celui qui la gagne n'a plus besoin de motivation extérieure. Il devient sa propre source de puissance. Jeûner ton attention, c'est reprendre le contrôle de ton monde intérieur. Et dans ce monde-là, l'argent, l'influence, les idées viendront naturellement, car l'ordre mental attire l'ordre matériel. La deuxième technique que tu dois adopter, c'est la parole froide sur l'argent. Tu veux que l'argent vienne à toi? Commence par changer la manière dont tu en parles. Écoute-toi attentivement. Es-tu tendu quand tu parles de prix? Es-tu gêné quand tu parles de revenus? Es-tu nerveux à l'idée de demander un paiement? Si oui, tu envoies un message invisible. Je ne suis pas prêt. La parole froide, c'est cette capacité à parler d'argent comme d'un outil, sans honte, sans excitation, sans émotion inutile. C'est une voix qui ne supplie pas, qui ne s'excuse pas, qui ne tremble pas. Elle est ferme, claire, tranquille. Quand tu dis ton prix, tu ne le justifies pas, tu ne le diminues pas, tu ne l'adaptes pas à la peur de l'autre. Tu le poses et tu laisses le silence travailler. Cette posture crée un champ d'autorité. Elle signale que tu as quitté le monde de la demande pour entrer dans celui de l'offre.
Parler de l'argent froidement ne veut pas dire être insensible. Cela veut dire être souverain. Tu ne quémandes plus. Tu déclares. Tu ne négocies pas ta dignité. Tu incarnes une valeur. Et c'est cette incarnation qui attire le respect et les contrats. Si tu veux que l'argent te respecte, commence par ne plus le dramatiser. Ne lui donne pas un pouvoir qu'il n'a pas. Ne l'idolâtre pas, ne le maudis pas. Place-le à sa juste place, un serviteur, et traite-le comme tel dans ta parole. C'est un exercice, un entraînement quotidien. Tu t'attrapes en flagrant délit de langage peureux et tu recommences, jusqu'à ce que ta voix soit aussi stable que ton intention. L'élite ne parle jamais de l'argent avec effusion. Elle parle de stratégie, d'opportunité, de flux. Toi aussi, apprends ce langage. Car celui qui maîtrise sa bouche attire les portes qui résistent à ceux qui s'excusent de vouloir vivre mieux. La troisième technique que tu dois maîtriser, c'est l'observation du mépris. Là où les gens riennent, là où ils haussent les épaules, là où ils disent « jamais moi », c'est là que tu dois regarder avec intensité. Le mépris collectif est un signal, un marqueur d'opportunité. Il te montre les zones que personne n'explore, les sentiers que les masses abandonnent, et donc les territoires que l'élite pourra conquérir sans résistance. Mais pour transformer ce mépris en levier, tu dois l'observer sans réagir. Tu ne dois pas te défendre. Tu ne dois pas te justifier. Tu dois simplement prendre note. Le peuple méprise ce qui lui fait peur. Il méprise ce qu'il ne comprend pas. Il méprise ce qui le confronte à ses propres limitations. Et c'est précisément dans ces zones d'ombre que tu peux semer ta graine. Cette technique exige un détachement émotionnel. Tu dois apprendre à ne pas suivre ton instinct social, ne pas chercher l'approbation, ne pas fuir le jugement. Regarde les domaines qui font rire, les métiers qu'on trouve sales, les investissements qu'on trouve absurdes, les idées qu'on appelle folles. Et là, pose-toi la vraie question. Est-ce risqué ou est-ce simplement mal perçu? L'élite ne cherche pas ce qui est beau, elle cherche ce qui est vide. Et elle remplit le vide pendant que les autres cherchent à le fuir. En pratiquant cette observation, tu affûtes ton œil stratégique. Tu repères les angles morts. Tu deviens un chasseur silencieux d'or psychologique. Et un jour, tu te réveilleras propriétaire d'un territoire que tout le monde avait méprisé, avant de le regretter. Ne suis plus les regards, suis les absences de regard. Là où personne ne regarde, quelque chose pousse. La quatrième technique que tu dois ancrer, c'est la rupture avec la loyauté invisible. Tu veux avancer, mais quelque chose en toi freine. Ce n'est pas la peur du futur, c'est la loyauté au passé. Une loyauté muette, profonde, envers ceux que tu aimes. Tu veux gagner de l'argent, mais sans trop t'éloigner, sans trop briller, sans trop changer. Parce que tu sais que si tu montes trop haut, certains ne te comprendront plus. Tu sais qu'en réussissant, tu romps un pacte silencieux avec la douleur collective. Tu n'oses pas devenir libre, car tu es encore attaché à leur image de toi. Cette technique est difficile. Elle exige une rupture symbolique. Tu dois nommer cette loyauté. Tu dois regarder en face ce à quoi tu es resté fidèle, leur langage, leur modestie, leur résignation. Tu dois dire intérieurement « Je vous aime, mais je ne vous suivrai pas dans le manque ». Ce n'est pas un abandon, c'est un repositionnement. Ce n'est pas un rejet, c'est une élévation lucide. Car tu ne peux pas porter la mémoire des tiens tout en sacrifiant ton avenir. Ta réussite ne les trahit pas, elle les honore, si tu oses la vivre pleinement. Cette rupture peut être invisible, tu ne changes rien extérieurement. Mais intérieurement, tu poses un acte, tu t'autorises à rompre, à grandir, à changer. Et tu assumes la solitude que cela implique. L'élite n'a pas ce combat, car elle commence déjà ailleurs. Mais toi, tu dois le traverser. Tu dois apprendre à aimer sans t'enchaîner, à rester fidèle sans t'éteindre. Et cette liberté intérieure est le socle de toute richesse durable. Rompre avec la loyauté invisible, c'est choisir la vie, plutôt que la nostalgie. La cinquième technique que tu dois affirmer, c'est la disparition stratégique. Trop de gens veulent être vus, trop tôt. Trop fort. Il montre tout, explique tout, expose chaque étape. Et ce besoin d'exister socialement devient une faiblesse exploitable.
La disparition stratégique, c'est l'art de se retirer sans fuir, de bâtir dans l'ombre, de disparaître non pas pour fuir le monde, mais pour sortir de son radar. Tu cesses d'être prévisible. Tu cesses de nourrir la bête sociale. Tu coupes le flux. Tu entres en incubation. Et dans ce silence, tu crées, tu observes, tu reprogrammes, tu t'extrais du théâtre pour redéfinir ton rôle. L'élite ne parle jamais pendant la construction. Elle parle après, quand tout est en place, quand rien ne peut plus l'atteindre. Toi aussi, tu dois apprendre à disparaître, à refuser la validation précoce, à garder ton feu pour l'hiver. Car c'est dans l'invisibilité que naissent les structures inviolables. Le monde moderne veut te rendre transparent et visible à la fois. Visible pour te juger, transparent pour te contrôler. En disparaissant, tu redeviens opaque, mystérieux, inclassable. Et c'est dans ce brouillard que tu retrouves ton pouvoir. Ne dis pas ce que tu fais, fais. Et laisse le silence protéger ton ascension. Ta valeur croît quand elle cesse d'être expliquée. Ta puissance naît quand elle cesse d'être mesurée. La 6e technique que tu dois répéter, c'est l'investissement dans l'inconfort. Tu veux avancer, mais tu cherches encore la zone confortable. Tu veux grandir, mais tu refuses ce qui pique, ce qui brûle, ce qui dérange. Tu veux percer sans heurter. Tu veux gagner sans perdre. Mais c'est une illusion. L'élite n'évite pas l'inconfort, elle l'achète. Elle l'anticipe, elle l'utilise. Car elle sait que c'est là que les autres reculent. L'inconfort est un tamis invisible. Il filtre les prétendants. Il révèle les esprits prêts à régner. Si tu veux construire une vie rare, tu dois t'habituer à entrer volontairement dans l'inconfort. Chaque semaine, choisis une action inconfortable et impose-la à ton système nerveux. Parle là où tu aurais fui. Demande là où tu aurais attendu. Avance là où tu aurais hésité. Chaque acte inconfortable crée une fracture, puis une expansion. Tu gagnes en muscle psychologique. Tu deviens un être qui n'attend plus la sécurité pour bouger. Tu deviens un joueur. Et dans ce jeu, celui qui gagne est celui qui sait souffrir avec stratégie. L'élite ne cherche pas le plaisir immédiat. Elle investit dans l'effort différé. Elle préfère la tension productive à la paix stérile, car elle sait que c'est dans cette tension que naît la clarté. Toi aussi, transforme l'inconfort en rituel. Apprends à le rechercher. Apprends à y entrer sans t'effondrer. Car plus tu t'exposes au feu, plus tu deviens ininflammable. Et un jour, tu regarderas autour de toi et tu verras que tous ceux qui t'entourent attendent encore que l'univers leur facilite la vie. Tandis que toi, tu auras bâti ton autoroute à travers le feu. Ce n'est pas une question de courage. C'est une question d'habitude. Et chaque jour d'inconfort répété te rapproche de cette version de toi-même que même le système ne pourra plus jamais contrôler. La 7e technique que tu dois incarner, c'est la construction d'un système autonome. Tant que tu dépendras d'un seul revenu, d'un seul client, d'un seul pays, d'une seule idée, tu resteras vulnérable. L'élite ne cherche pas la richesse immédiate. Elle cherche la stabilité structurelle. Et cette stabilité ne vient pas de la quantité d'argent, mais de la multiplicité des sources. C'est là que réside le pouvoir. Dans l'architecture, pas dans la somme. Toi, tu dois commencer dès maintenant à penser en système, quelle que soit ta position actuelle. Un système, c'est un flux que tu n'as plus besoin de surveiller constamment. C'est une machine que tu construis une fois et qui continue à tourner, même quand tu dors, même quand tu souffres, même quand tu doutes. Ce système peut être simple au départ. Un contenu régulier qui attire, un produit qui tourne sans toi, une présence numérique qui parle en ton absence. L'important, ce n'est pas la taille, c'est la logique. Chaque pièce doit nourrir les autres. Chaque action doit alimenter le tout. Et surtout, tu dois prévoir ta propre disparition. Pose-toi cette question. Si je disparaissais 6 mois, est-ce que ma structure tiendrait ? Si la réponse est non, tu n'es pas encore libre. L'élite construit toujours avec cette conscience de la relève, de l'autonomie, de la résilience. Elle bâtit pour résister aux tempêtes, aux absences, aux attaques. Elle n'est pas seulement riche, elle est imprenable.
C'est vers cela que tu dois aller. Tu ne veux pas seulement avoir de l'argent. Tu veux une machine, un réseau, un écosystème. Car ce n'est qu'à ce moment-là que tu cesseras de courir et que tu commenceras à régner. Incarne ce système dès maintenant, même avec peu. Car même une petite structure bien pensée peut devenir, un jour, un empire silencieux. Tu es allé jusqu'au bout. Tu as traversé les mécanismes invisibles. Tu as regardé en face les vérités que la majorité refuse d'entendre. Et tu as touché du doigt ce que l'élite protège farouchement. Non pas des secrets extérieurs, mais des structures mentales. Car en réalité, rien n'a jamais été vraiment caché. Tout est là, sous tes yeux. Mais si peu ont le courage de voir. Ce que tu as reçu aujourd'hui n'est pas une recette. Ce n'est pas une technique de plus à accumuler dans une bibliothèque mentale. C'est une fracture. Une blessure dans le voile de ta perception. Un appel à te réveiller. Tu comprends maintenant que l'argent n'est qu'un effet, que la richesse est une manifestation, pas une cause. Ce qui crée la richesse, c'est le regard. Le regard que tu poses sur toi, sur le monde, sur la douleur, sur l'inconfort, sur le mépris, sur la peur. Ce regard peut être programmé, ou il peut être réinventé. Les élites l'ont façonné en silence, génération après génération. Elles ne courent pas après les tendances. Elles les fabriquent. Elles ne réagissent pas à la crise. Elles en sortent renforcées. Elles ne cherchent pas la paix. Elles construisent des forteresses intérieures. Ce qui les rend puissantes, ce n'est pas ce qu'elles possèdent, mais ce qu'elles tolèrent. Le silence, l'incompréhension, le rejet, l'inconfort, le vide. Et toi, es-tu prêt à tolérer ces mêmes choses pour entrer dans ta propre souveraineté ? Tu n'as pas besoin de devenir comme elles. Tu n'as pas besoin d'imiter les élites. Ce serait encore une forme de soumission. Tu dois créer ta propre architecture, ta propre voie. Mais pour cela, tu devras affronter les chaînes invisibles que tu as appelées normalité. Tu devras désobéir sans faire de bruit, disparaître sans fuir, avancer sans demander la permission, répéter sans te décourager. Tu devras poser des actes que personne ne verra et que tout le monde ressentira un jour. La richesse n'est pas un objectif, c'est une conséquence. La conséquence d'un esprit qui a cessé de servir des récits qu'il n'a pas choisis. Un esprit qui a rompu avec les loyautés invisibles. Un esprit qui a accepté d'être incompris pour enfin être libre. L'argent viendra, la structure suivra. Mais ce n'est pas là que tout commence. Tout commence par un serment silencieux. Une déclaration intérieure. Je ne veux plus survivre, je veux construire. Et cette déclaration ne se fait pas à voix haute. Elle se fait dans l'ombre, là où le monde ne regarde jamais. Alors maintenant, la vraie question est celle-ci. Que vas-tu faire de ce que tu sais ? Vas-tu refermer cette vidéo comme on referme un livre oublié ? Ou vas-tu laisser ces vérités te hanter jusqu'à ce qu'elles t'obligent à bouger ? Vas-tu retourner à ta routine ? Ou vas-tu entrer dans cette invisibilité féconde où se forgent les royaumes silencieux ? Rien ne changera si tu ne changes pas. Et personne ne viendra t'en donner l'autorisation. C'est ta vie, ton regard, ton empire. Si ce message a résonné en toi, n'attends pas. Abonne-toi maintenant à cette chaîne. Laisse un like. Commente ce que tu es prêt à transformer. Et partage cette vidéo avec ceux qui sont encore enfermés dans les illusions, pas pour les convaincre, mais pour leur donner une brèche, une faille dans leur routine mentale. Car parfois, il suffit d'une seule phrase pour changer une trajectoire entière. Souviens-toi, la règle d'or des élites n'est pas une phrase, c'est une posture, une manière de se tenir face au monde. Et cette posture, désormais, t'appartient.